Merci de m'avoir invité à cet atelier. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis professeure assistante à l'université de Rennes. Je suis désolée, je vais parler en anglais. Je vais parler du fonctionnement géochimique et hydrosédimentaire du lac de Grandlieu en réponse au forçage physique. C'est un sujet de recherche qui est en train d'être développé. Il y a un grand nombre de personnes qui travaillent dessus, notamment Jean-Marc Gilly qui va prendre la parole juste après moi. L'eutrophication des systèmes aquatiques entraîne une augmentation de la fréquence et de l'intensité des planctons et des successions de planctons. Nous avons une perte de la diversité des phytoplanctons en termes d'espèces et également de traits fonctionnels, notamment la taille des espèces. Avec l'eutrophication, nous avons des efflorescences toxiques qui apparaissent de cyanobactéries qui augmentent la turbidité, qui diminuent la décomposition des bactéries, des cas d'anoxie et enfin de toxicité liée à ces efflorescences. Ici, vous pouvez voir une efflorescence de surface et lorsque nous échantillonnons, lorsque nous mettons l'échantillon dans une bouteille, on pouvait voir des cyanobactéries qui s'accumulent sur quelques centimètres. Ça peut être énorme. Et dans cette petite partie ici, il y a un changement chimique et un changement de la condition. Je vais en parler juste après. Les lacs peu profonds sont particulièrement exposés à cause des sédiments. Donc les lacs sont sensibles aux mélanges liés au vent, associés aux nutriments, notamment le phosphore. La lumière dans la colonne d'eau est également différente et impactée. La température de l'eau peut également changer rapidement dans des lacs de ce type parce qu'ils ont une faible inertie. Donc ils se refroidissent rapidement et ils se réchauffent rapidement. Et en très peu de temps, au cours d'une journée, il peut y avoir une baisse de l'eau ou un rayon d'eau, de température de l'eau qui peut passer de 10 degrés. Bien sûr, l'apparition de microphytes va avoir un impact sur les sédiments et sur la turbidité. Donc, les lacs peu profonds ont deux alternatives stables que nous connaissons déjà. Un état clair qui est considéré comme sain avec de nombreux macrophytes et un lac turbide qui est considéré comme dégradé avec de nombreuses efflorescentes. Et la stabilité, ces deux états de stabilité sont contrôlés par la biotique, les compartiments abiotiques et abiotiques. Tous les lacs vont avoir une faible inertie. Ils peuvent devenir turbulents ou calmes très rapidement en fonction des événements météorologiques. Ils peuvent se réchauffer ou se refroidir très rapidement. Donc une variabilité temporaire peut être observée. Et nous aurons des radiants chimiques et physiques qui vont avoir un impact sur le fonctionnement écologique. Ce que je veux dire, c'est que même si cela dure peu de temps et si ce n'est pas assez fréquent, ça peut avoir un impact sur le fonctionnement écologique du lac. Pour les lacs peu profonds étendus, ils ont un bassin complexe et on peut voir ce lac comme un lac multiconnecté avec différents états connectés. Cela veut dire que la trajectoire pour la restauration, par exemple, ne sera pas la même. Si la connexion est faite entre différents lacs, parce que certains peuvent être dans un état et d'autres parties du lac peuvent être dans un état différent. Donc l'évolution
l'évolution globale de la trajectoire sera influencée par l'assemblage. Donc, localement, l'efflorescence sera contrôlée par les nutriments, la température de l'eau et le forçage physique et l'environnement, comme les microphytes. Nous savons que les lacs d'eau peu profond sont des systèmes très productifs avec beaucoup d'efflorescence et cette production est contrôlée par le forçage physique. C'est un mélange des masses d'eau et la remise en suspension des sédiments. Ce lac aura également un effet mémoire important lié au stock des sédiments, notamment lié au stock de phosphore, mais également un recontrôle par les cyanobactéries grâce au stock des cellules de dormance qui vont donc augmenter la teneur en efflorescence d'une année après l'autre et les cyanobactéries vont également contrôler la transparence de l'eau. Ces systèmes sont assez complexes. Il y a une forte variabilité temporelle liée à la météorologie, un temps de réaction rapide, mais également une alternance entre les phases de sédimentation et de resuspension. Nous aurons également une variabilité spatiale importante liée à la taille du lac, mais également de grandes activités biologiques et de biomasse aux interfaces, l'interface air-eau et également à l'interface eau-sédiment. Donc, forte variabilité. Dans notre projet, nous voulons étudier ces deux interfaces pour comprendre qu'est-ce qui se passe lors des mélanges, des phases de mélange. Donc, nous avons besoin de caractériser des processus aux interfaces pour comprendre le rôle du forçage physique parce que cela contrôle le fonctionnement écologique de la partie pélagique du lac. Nous avons besoin de comprendre les différentes échelles pour comprendre le fonctionnement de la trajectoire. Cela nous permettra à définir un état de référence, quelle peut être la résilience de la trajectoire, et notamment s'il s'agit de lacs connectés. Pouvons-nous améliorer notre prévisibilité des efflorescences pour les grands lacs? Pour les petits lacs, c'est plus facile, mais pour les grands lacs ici, quelles sont les bonnes stratégies d'échantillonnage, la bonne échelle, et pouvons-nous trouver les différents indicateurs spécifiques? Le lac de Grandlieu, je ne vais pas vous le présenter maintenant. C'est le plus grand lac de plaine de France. C'est un site exceptionnel de biodiversité. Et nous savons, de par des personnes qui travaillent sur le lac, qu'il y a une hétérogénéité exceptionnelle de la transparence de l'eau. Aujourd'hui, il y a des études fragmentées qui se concentrent sur les sédiments, sur la qualité de l'eau, l'étude de l'entrée et sortie des nutriments, et il y a également une étude des suivis des peuplements de macrophytes et de poissons. Mais l'état actuel du lac est peu connu aujourd'hui, notamment dans le cadre de son fonctionnement biogéochimique et hydrosédimentaire. Il y a un manque de données fonctionnelles fiables pour valider et invalider le nouveau plan de gestion des niveaux de l'eau. Nous avons donc besoin d'une approche interdisciplinaire pour intégrer les outils de physique, de géochimie et de biologie. Pour tous les lacs de plaine, l'idée est de voir comment la physique, notamment via les mélanges par le vent, l'hydrologie et le niveau d'eau, peut contrôler les flux biogéochimiques et hydrosédimentaires de la dynamique interne du lac. Pour les lacs plus grands, comme celui de Grandlieu, nous voulons voir si la physique qui contrôle la distribution spatiale de l'efflorescence, ou peut-on considérer Grandlieu comme une métacommunauté?
Est-ce que c'est la physique qui permet de redistribuer la biomasse ou est-ce qu'il y a des développements locaux d'efflorescence avec des communautés qui interagissent en dispersion, notamment à cause du mélange par le vent, donc suite à une force météorologique. Donc il y a différentes étapes dans ce projet. Le premier est spécifiquement lié à Grandlieu, mais il est nécessaire pour les raisons suivantes. Nous devons caractériser l'équilibre entre les entrées et les sorties du lac. Nous voulons le mesurer tous les jours pour les flux, pour le carbone, le phosphore et le silicium et la silice. Et nous voulons mesurer également les matériaux en suspension. Nous voulons le faire en utilisant des échantillonnages. Ensuite, nous voulons réaliser une topobathymétrie du lac en utilisant un nouvel outil. Donc c'est un lidar topographique à retour d'onde complet. La machine que vous pouvez voir ici est installée dans un avion et la machine, donc le capteur, va émettre des lumières vertes et rouges. Elle envoie un signal qui permet de mesurer les réflexions des signaux. Donc ça donne quelque chose comme ça. En rouge, cela s'arrête à la surface de l'eau et au fond de la surface. Donc on peut voir le haut de la canopée, les arbres, les microphytes et ensuite le sol. Et l'onde verte traverse l'eau et mesure le fond de l'eau si le lac est clair. Il faut le faire en hiver, à une période où il y a moins de végétation. Cela peut donc nous donner une cartographie à l'échelle du centimètre. Voici un exemple de la rivière Sélune, située dans le nord-ouest de la France. Ce n'est pas une image très belle, on a des images bien meilleures au laboratoire, mais l'outil est nouveau et les données sont en train d'être traitées. Donc, nous aimerions faire la même chose au niveau du lac de Grandlieu. Nous voudrions également tester l'utilisation de drones avec des images normales, mais également avec de l'imagerie hyperspectrale associée à des échantillonnages pour valider les résultats, notamment la sonde fluoroprobe BBE. Nous avons donc des drones que nous pouvons utiliser. Cela nous permet de faire une différence au niveau des efflorescences, où elles se situent, y a-t-il différents types d'espèces, pour analyser leur répartition dans le lac. Nous aimerions également instrumentaliser le lac et mesurer les structures actuelles thermales du lac toutes les 10 minutes. Avec 20 stations qui seront réparties, ce qui nous permettront d'avoir la réaction liée à la force du vent. Lorsqu'il y a du vent, nous verrons que l'eau bouge et nous aurons ainsi la courbe hydraulique du lac, donc quelques centimètres. Et nous pourrons également mesurer les vagues à l'échelle du millimètre, donc le bâtillage, ce qui nous donnera une idée de l'érosion des sédiments. Un prototype a été créé à l'université. Nous sommes en train de le fabriquer et nous le validerons l'été prochain. Voici à quoi ça ressemble. Donc on aura 20 stations comme celle-ci, avec des capteurs de température tous les centimètres, un capteur de pression. Et ici, on voit également un outil qui nous permettra de mesurer la surface de l'eau.
Et ici, vous pouvez voir dans la bouée la batterie et le stockage de la mémoire. Et nous pouvons le compléter avec une station météorologique qui pourra nous permettre d'associer les relevés météorologiques. Chaque semaine, nous analyserons la température et l'activité biologique et nous analyserons également l'activité photosynthétique en utilisant l'échelle du millimètre et nous mettrons également en place des incubations isotropes. L'idée est de voir dans ce radiant de cyanobactéries qu'est-ce qui se passe et de mesurer l'activité photosynthétique. Je voudrais également tester les effets des variations de température sur l'activité photosynthétique. L'idée étant que si pendant 2 ou 3 heures nous avons une grande augmentation de la température, nous stimulerons la cyanobactérie et nous augmenterons donc les fluorescences. Au niveau de l'interface sédiment-eau, les personnes qui travaillent sur les sédiments sont associées, donc nous allons faire des relevés du sédiment et nous allons vérifier les flots de nutriments en laboratoire. Nous vérifierons également les effets de la biotubation en utilisant des espèces, notamment l'écrevisse. La dernière partie nous permettra de développer. Donc le modèle existe déjà et nous voulons utiliser ce modèle spécifique. Donc nous avons des personnes du Lésu, s'il s'agit de Pont et Chaussée, et une école à Paris. Et donc nous allons mettre en place un modèle qui va nous permettre de simuler le mouvement des masses d'eau et des sédiments dans le lac. Au départ, il s'agit d'avoir un modèle tridimensionnel hydrodynamique et thermique, mais nous aimerions y associer la partie écologique. Cela nous permettra d'analyser les différents scénarios, si nous changeons le niveau de l'eau ou si l'arrivée d'eau évolue à cause des conditions météorologiques. Que se passera-t-il au niveau du sédiment suite à l'efflorescence? Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais le projet est assez important et va durer plusieurs années, mais nous aimerions caractériser le forçage physique. Nous voulons également étudier le forçage biologique, ce qui nous permettra de caractériser le fonctionnement écologique du lac. Tout ceci ne figure pas sur ce schéma. Nous aimerions ajouter notamment les insectes émergents, mais je ne peux pas tout vous dire. Donc nous avons un pré-projet, nous sommes en train de travailler sur ce projet de grande ampleur et nous allons commencer à tester des solutions, notamment celle des drones, l'hyperspectre. Est-ce que c'est possible pour le lac de Grandlieu? Est-ce que c'est adapté? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces informations sur les mesures. Votre approche est ascendante. Donc mesurer et essayer d'obtenir des informations sur le système. Est-ce que vous avez pensé à des expériences qui pourraient être menées pour mettre en place des mesures avec les déplacements du fond vers le haut? C'est le cas notamment avec les écrevisses. Il est difficile d'avoir une idée de la biotubation et des sédiments. Donc nous aimerions avoir une approche expérimentale et peut-être avoir une approche expérimentale dans le lac. Oui, c'est à ça que je pensais. Parce que la taille du lac n'est pas énorme, donc ce n'est pas forcément possible. Mais d'un autre côté, vous pouvez mesurer pendant des années, mais trouver l'équilibre entre les deux, donc des mesures et des expériences, pourrait être la solution. Oui, ce sera nécessaire. J'espère également que
La taille du lac nous permettra d'avoir une hétérogénéité et nous permettra d'utiliser cette hétérogénéité pour mieux comprendre ce qui se passe entre les micro-invertébrés, les microphytes, les cyanobactéries et les sédiments. Merci beaucoup. Thank you very much. Another question? Avez-vous évalué la qualité de l'eau en fonction de la directive cadre pour l'eau? Est-ce que vous avez une stratégie d'échantillonnage des biocomposants? Est-ce que ça existe déjà ou est-ce que vous allez le faire? Il n'y a pas encore de résultat. Donc il y a l'aspect physique et l'aspect biologique. Non, je n'ai pas donné assez de détails sur les aspects biologiques et chimiques, mais bien sûr, nous allons suivre tous les indicateurs chimiques, donc les matières en suspension, les communautés de zooplancton, phytoplancton, dans le cadre d'évastation. Et donc vous allez étudier la qualité de l'eau en fonction de la directive cadre sur l'eau. Quelle est la qualité de l'eau? Si on prend une dernière question. One last question. C'est juste une petite remarque Just opérationnelle. Vous êtes dans l'axe small de la remark. piste 11 de l'aérodrome de Nantes. You are Et avec la DGAC, je doute de votre just autorisation. following the. So I have doubts about the fact that you could use drones because you are very close to the airport. Yes, it is something that we have to look into. Apparently, if the drone is connected to the ground, physically connected to the ground, then we could use it. But we have to look into it because there are birds as well. So you can have an authorization, so you could fly over 50 meters, under 50 meters. Sorry, you cannot hear if they don't use the mic. So we can use the drone even if we are close to the airport in Nantes, but there is a legal framework that exists. We have used it before when we carried out the inventory of from a specific bird in the area, and the drone couldn't fly over 30 meters. And in some cases, we could have an agreement to fly over 30 meters, between 30 and 50. But yes, we have to look into the rules. We have to give the timings. We have to give the directory for aviation, all the context.